L'armée chinoise, quels objectifs? Nous avons été amenés au cours des rendez-vous de la géopolitique à aborder un certain nombre de thématiques liées à la Chine, deux je crois, et également au commandement militaire, au matériel militaire ou encore aux forces armées, notamment françaises. Mais nous n'avions jamais croisé ces deux perspectives ensemble, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui en nous intéressant à l'armée chinoise, ses objectifs, et pour ce faire, j'ai le plaisir de retrouver Fabrice Ravel. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors avant de s'attacher aux objectifs qui sont fixés pour l'armée chinoise, peut-être est-il utile de revenir sur l'organisation de cette armée et voir si elle se différencie d'une armée occidentale par exemple. Oui, c'est un point qui est important parce que c'est vrai que spontanément on peut imaginer que ça reste relativement classique, mais il y a peut-être quand même un certain nombre de points qui vont déjà nous mettre dans une perspective intéressante par rapport à la thématique ou à la problématique telle que vous venez de l'énoncer sur l'armée chinoise. Alors d'abord l'intitulé, c'est l'Armée populaire de libération, l'APL. Cette armée a été créée le 1er août 1927 avec l'intitulé de l'armée rouge chinoise et cet intitulé a évolué vers l'armée populaire de libération après la guerre contre le Japon pour définitivement se mettre en place. Donc là, on voit bien que déjà, il y a un petit intitulé qui est un peu différent et qui va peut-être nous amener à nous mettre dans des perspectives qui sont intéressantes par rapport à notre thématique, encore une fois. Ensuite, peut-être ce qui serait intéressant, c'est de regarder la composition de l'armée chinoise en termes de composantes. On a 3 composantes assez classiques, l'armée de terre, la marine et les forces aériennes auxquelles on s'attend spontanément. Mais il y a aussi les forces des fusées, c'est ainsi qu'elles sont dénommées, qui sont en fait les forces nucléaires qui sont rattachées à l'armée de terre. Et puis on a les forces du soutien stratégique qui sont la composante spatiale, cybernétique, électronique et informationnelle. Il y a un autre aspect peut-être qui n'est pas inintéressant à soulever, c'est de regarder quelles seraient les 4 missions qui sont données par la Constitution de la République populaire de Chine, qui a été amendée ou réformée en 2007 lors du 17e congrès. Parce que, évidemment, ces 4 missions sont quand même très très globales, on peut l'imaginer spontanément. Mais il y en a 2 qui sont particulièrement interpellantes. La première, c'est assurer le maintien au pouvoir du parti. C'est quand même assez atypique. Et la seconde, c'est assurer de pouvoir appréhender les opportunités stratégiques pour la défense du pays, ce qui est relativement plus classique, encore que ça reste quand même très très flou. Par contre, la première mission qu'on vient de citer indique clairement que l'armée de la République populaire de Chine est une armée politique. Parce qu'en réalité, là, on n'est pas dans une armée qui a juste pour vocation de défendre le territoire national ou l'entité nationale. On a clairement une armée qui est une institution politique. Donc là, on est vraiment dans une configuration qui est très, très particulière. Et d'ailleurs, on peut rappeler que quand Xi Jinping est arrivé au pouvoir en automne 2012, il a commencé par faire une mutation très très importante du nombre de corps d'officiers, ce qu'on serait tenté de qualifier d'épuration, puisqu'il a quand même déplacé 70 hauts grands officiers, condamné 13 000 militaires. Alors il faut bien comprendre que cette armée-là, ça passe évidemment pour une sorte de purge, on pense tout de suite à d'autres périodes et à un autre pays. Il ne faut quand même pas oublier quand même qu'il y avait des gros problèmes de corruption, parce qu'en plus, c'était une armée dans laquelle elle avait le droit de faire des activités économiques comme des activités agricoles ou des activités immobilières. Donc là, on voit bien qu'il y avait une sorte de carrefour d'activités dont la promiscuité ne pouvait que favoriser, le cas échéant, un certain nombre de malversations. Mais on voit bien aussi quand même qu'indépendamment de cette volonté de rendre meilleur l'appareil militaire, Xi Jinping a voulu aussi centraliser autour de lui l'autorité. D'ailleurs, il y a un fait qui est significatif. D'abord, parmi les 11 généraux principaux de la marine, il y en a 9 à 10 qui ont été nommés par lui, et on est exactement dans la même situation pour les forces aériennes. Il y a autre chose qui est aussi intéressant, c'est que si on regarde la commission militaire centrale, qui est l'organe le plus élevé, c'est Xi Jinping qu'on a la présidence, de même qu'il y a une organisation qui a été créée en 2016, qui est un commandement interarmée pour les missions qui a été mis en place en 2016, et c'est Xi Jinping qu'on a aussi le commandement. Donc là, on voit bien qu'il a tout ramené à lui et qu'on se retrouve dans une dimension très verticale et très centralisée. Si on rajoute à ça qu'il y a des commissaires de partis politiques au sein de l'armée chinoise, exactement comme il y en avait dans l'armée soviétique pour dire clairement les choses, et qu'en plus, on a, selon les corps d'armée, 20 à 30% du temps militaire qui est consacré à des cours de politique, on voit bien que là,
on a quand même un indice de quelque chose qui est assez particulier et qui peut-être préfigure un certain nombre d'autres modifications telles qu'on va être amené à les appréhender ensemble. Alors on le voit, il y a une vraie singularité au niveau de l'organisation militaire, c'est ce rôle politique sur lequel vous avez insisté. Si on regarde maintenant concrètement les effectifs de cette armée, là on a une surprise. On va plutôt dans une tendance à une diminution des effectifs de l'armée. Et est-ce que c'est pas plutôt dans le sens d'une réduction de ce rôle et de ses objectifs? C'est ce qu'on pourrait spontanément penser. C'est très très juste parce que d'abord, si on regarde les chiffres dans un premier temps, le constat est assez évident. D'abord, il faut rappeler qu'à l'heure actuelle, l'armée de la République populaire de Chine est l'armée la plus nombreuse depuis la disparition des forces de l'Union soviétique et qu'on est aux alentours de 2 millions d'hommes. Mais il faut mettre ces chiffres en perspective parce qu'en 1949, l'armée chinoise, c'était à peu près 5 millions 2. Et puis, on a une décrue très, très importante à partir de 1970 et qui n'a fait que s'accélérer, puisque en 1970, on était encore aux alentours de 4 millions 4 millions pour se retrouver aujourd'hui autour de 2 millions 2 millions. Donc là, on voit bien qu'on a pratiquement divisé par plus de 2 les effectifs de l'armée chinoise. Mais alors là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que évidemment, spontanément, on dit, tiens, donc on réduit considérablement le rôle de l'armée. Mais on peut aussi s'interroger sur le fait de savoir si ce n'est pas plutôt une modernisation de l'armée telle qu'on est en train de la mettre en place et que donc on cherche à la dépouiller d'une sorte de situation de sureffectif pour essayer d'en renforcer l'efficacité et d'en renforcer le professionnalisme. Il y a d'ailleurs un ouvrage assez inattendu qui était une encyclopédie et qui s'appelle « La puissance militaire chinoise » qui avait été publié en 1980. Et c'est assez intéressant parce que dans un premier temps, si on la feuillette, ce qu'on constate, c'est qu'on a véritablement affaire en 1980 à une armée qui est quand même encore, osons le dire, très archaïque avec les armes dont elle dispose, dont l'organisation, on voit bien, s'appuie principalement sur une masse humaine, mais assez peu sur la coordination interarmée ou sur des capacités opérationnelles. Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs, je ne résiste pas à l'idée que de vous livrer cette introduction, parce que dans cette introduction, ce qui est assez étonnant, avec une sorte de préscience qui est vraiment interpellante, dans l'introduction, il est marqué que la montée militaire et politique de la puissance militaire chinoise sera vraisemblablement, à peu près les mots qui sont évoqués, le fait majeur des 20 années à venir ou des 20 années qui vont s'ouvrir. Donc quand on lit cette introduction d'une encyclopédie sur la mer chinoise, publiée en 1980, et qu'on va voir la suite telle qu'on va la narrer maintenant, on va mieux se rendre compte de l'importance des bouleversements d'une part, et de la justesse de la prévision telle qu'on est en train de l'énoncer d'autre part. Oui, parce qu'à contrario de cette diminution des effectifs, il y a des signes d'une montée en puissance et à travers des mutations de l'armée. Il y a 4 éléments majeurs qui montrent à quel point l'armée chinoise a été totalement bouleversée ces 20 ou 30 dernières années, et on va s'efforcer de les appréhender l'un derrière l'autre en précisant certains points. Bon, d'abord, il y a le budget militaire, on s'y attendait spontanément. Alors, c'est vrai que les États-Unis restent la première puissance du monde en termes de budget militaire, aux alentours de 778 milliards de dollars, ce qui fait quand même 39% des dépenses militaires à eux seuls. Ça, il faut quand même bien garder ça à l'esprit quand on est en géopolitique, parce que c'est quand même très imposant. Mais il y a un mais très important. La Chine, maintenant, depuis 2010, a le 2e budget militaire. Donc là, déjà, on voit bien qu'il y a une évolution par rapport à ce qu'on est en train d'évoquer. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une première estimation qui est faite avec des chiffres officiels qui seront aux alentours de 208 milliards de dollars. Il y a certains organismes internationaux réputés comme le CIPRI qui d'ailleurs ont tendance à considérer que ce chiffre est minoré parce qu'il n'intègre pas assez un certain nombre d'aspects qui sont clairement dans l'appareil militaire. On pense à la recherche militaire, aux capacités de production, aux organisations des gardes-côtes. Tout ça n'est pas inclus. Donc en réalité, pour le CIPRI, on serait plutôt aux alentours de 245 milliards de dollars. Mais il y a 2 autres chiffres qui sont très très intéressants et qui sont interpellants, plus que les chiffres en valeur absolue, c'est la progression. Et là, si on regarde la progression, ce qu'on constate, c'est que le budget chinois est en constante progression depuis 26 ans, ce qui est quand même incroyable, parce qu'il n'y a pas un pays qui a connu une évolution sur une telle durée, et puis surtout, ça fait une progression de pratiquement 500% du budget. Donc là, on est sur quelque chose de considérable. Alors évidemment, certains doivent faire remarquer qu'il n'en reste pas moins vrai que la comparaison avec les États-Unis est encore très défavorable à la Chine, mais là, j'ai le sentiment qu'il y a un élément qu'on ne met jamais assez en avant,
et qui est l'élément du coût des matériels américains. Or, si on appréhende l'élément du coût des matériels américains, ça va nous amener à relativiser cette comparaison. Pourquoi? Parce que si on regarde bien, les matériels américains sont exceptionnellement, peut-être pourrait-on dire, trop sophistiqués, sont donc énormément consommateurs de très haute technologie, et on pourrait faire remarquer que si on a affaire à des matériels qui deviennent très très compliqués à l'utilisation, d'une part, qu'ensuite leur production devient compliquée parce qu'ils sont d'un tel coût qu'on ne peut plus en produire de façon suffisante et que finalement on se retrouve en infériorité numérique par rapport à d'autres armées et qu'en plus ces matériels sont peut-être très sophistiqués mais peu fiables, on se rend bien compte que là, on n'est plus forcément sur un avantage. Donc en fait, on se retrouve peut-être avec une comparaison qui est biaisée parce que les matériels américains sont très chers. Et d'ailleurs, c'est bien le point de vue de nos deux colonels chinois qu'on avait déjà eu l'occasion d'évoquer, Liang et Jiangshui, dans leur ouvrage La guerre hors limite, qui pointe bien le fait que les coûts du matériel américain sont en train de devenir prohibitifs. Après, il y a un deuxième aspect, il y a la question nucléaire. Sur la question nucléaire, là aussi, l'évolution est palpable. On considère aujourd'hui que la Chine construit 250 silos pour ses missiles balistiques intercontinentaux. Donc déjà, c'est considérable. Et ça laisse à penser, aujourd'hui, l'estimation des forces nucléaires, c'est entre 300 à 400. Il y a une petite hésitation sur cette fourchette. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que si on a cette installation de silos, on a le sentiment que la Chine se projette vers environ 1000 têtes nucléaires d'ici peu de temps. C'est d'autant plus important à rajouter qu'en plus, elle ne se contente pas de développer sa puissance nucléaire au sol, elle développe la totalité de sa triade stratégique. Ça, c'est très très important à mettre en avant. On a des sous-marins lanceurs d'engins, des SNLE, qui sont les Jin 94, qui sont eux-mêmes modernisés avec une nouvelle classe, les Jin 96. Quand on bombardier stratégique à vocation nucléaire, les H6 sont en train d'être remplacés par des H20. Donc on voit bien qu'il y a une montée en puissance en quantité, mais qu'il y a aussi une montée en puissance en qualité. Ça nous amène d'ailleurs sur un troisième point, parce que plus généralement et plus globalement, cette montée en puissance en qualité, on la retrouve partout. On la retrouve, alors d'abord, on la retrouve sur tous les matériels. Ça, c'est important à rappeler. Et on la retrouve sur des matériels que la Chine est de plus en plus capable, maintenant de façon quasi exclusive, de produire par elle-même. Donc, elle produit de plus en plus de matériel, des matériels dont les gammes sont de plus en plus larges, et elle est de plus en plus autonome dans la production de ces matériels. Ce qui veut dire que d'ailleurs, si on regarde maintenant un petit peu les chiffres, on peut en donner, on estime que les Chinois ont aux alentours de 9000 chars. Je demande à nos auditeurs de faire des comparaisons avec certains pays auxquels ils penseraient spontanément. 4500 blindés, 2800 avions. Et il y a un autre chiffre qui est hallucinant, c'est 360 navires de combat. Donc là, on est sur des chiffres qui sont dantesques. Et puis, il y a un quatrième point, c'est le fait qu'aujourd'hui, la Chine se projette. Et là, il y a un exemple qui est flagrant, c'est Djibouti. Parce que traditionnellement, la Chine, pour des raisons historiques, était assez, méfiante à l'idée de se projeter, assez limitée sur son propre territoire. Et puis ensuite, dans la fin du XXe siècle, elle a conjugué à cette tradition historique, serais-je tenté de dire, une dimension plus politique, qui consistait à dire qu'elle était contre le fait de faire une démarche impérialisme qui s'apparenterait à du néocolonialisme. Donc on voit bien que les Occidentaux étaient visés et qu'elle ne souhaitait pas faire de l'ingérence. Donc c'est intéressant d'ailleurs de noter les termes et de non-ingérence et de non-volonté. Seulement, l'idée de s'implanter dans la base de Djibouti a été mise en place en 2016. Cette base est installée en 2017. Et si on y regarde bien, c'est le seul endroit manifestement très éloigné de la Chine, mais en mer de Chine, la Chine aussi est en train de consciemment augmenter son activité en s'emparant d'îlots et aussi en envoyant ses garde-côtes de plus en plus contester un certain nombre de limites maritimes. Et on voit bien que d'ailleurs, il y a des casus belli ou des difficultés avec le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam, les Philippines. Et d'ailleurs, on le voit bien dans un ouvrage de Jean-Pierre Cabestan, Demain la Chine. La fin du titre est assez symptomatique quand même. Guerre ou paix? Donc on voit bien que la question se pose et que la question de ce bouleversement structurel de l'armée chinoise nous amène effectivement à nous interroger sur pour quelles raisons un tel bouleversement et donc pour quel objectif. Vous l'avez dit, il y a bouleversement, donc 4 mutations majeures que vous venez de souligner.
On se demande s'il y a une hiérarchie, surtout si dans ces mutations, il n'y en a pas une qui marque cette transformation profonde de l'armée chinoise et la modification de ses objectifs aussi. Il y en a une qui est fondamentale à intégrer et qu'on a pour l'instant que succinctement évoquée ou effleurée au sein du développement des matériels, c'est le développement de la marine. La marine chinoise était une marine côtière, défensive, de protection. C'est devenu une marine océanique, de projection et qui maîtrise les bâtiments les plus symboliques. Le premier point pour justifier ce qu'on est en train de dire consiste tout simplement par évoquer l'effectif de la marine chinoise tel que les services secrets de la marine américaine les évoquent aujourd'hui. Parce que pour la première fois, la marine américaine considère qu'elle est dépassée en termes d'effectifs. On estime qu'il y a 297 navires de combat américains contre 362 navires de combat chinois. Donc là, on voit bien qu'on est dans une situation qui est interpellante en termes d'effectifs. Il y a d'autres choses qui sont interpellantes, c'est la production, et notamment la production de bâtiments particulièrement puissants et donc symboliques. D'abord, sur les sous-marins nucléaires, on considère aujourd'hui que la Chine est capable d'en produire un tous les 15 mois. Et que si elle continue comme ça, à ce rythme-là, elle en aura 13 d'ici la fin de 2030, ce qui veut dire qu'elle aurait plus de sous-marins nucléaires que les États-Unis dans la région. Ça aussi, c'est un vrai bouleversement. Mais peut-être que le bouleversement le plus symptomatique, serais-je tenté de dire, c'est le bouleversement qui est lié au porte-avions. Parce que la Chine en a acquis un d'abord à l'Ukraine en 1998, qu'elle s'est ensuite approprié et qu'elle a rééquipé. Puis elle en a mis à flot 2 autres, dont un, le Shandong, est d'ores et déjà opérationnel. Et en même temps qu'elle est en train d'élargir son nombre de porte-avions, elle est en train d'étoffer les avions qui vont dessus. On avait d'abord un J-15 qui était qualifié par les Américains de Flying Shark, mais ce J-15 est en train d'être remplacé par des avions furtifs, J-20, J-31. Le J-15, c'était l'équivalent du Sukhoi 33. Donc en plus, on voit bien ce qu'on était en train d'évoquer, à savoir que les Chinois sont en train de devenir totalement autonomes dans la production de leur matériel. Et ce qui est intéressant à signifier en complément de ce qu'on est en train de dire, c'est qu'apparemment, il y a un budget de 5,5 milliards de dollars qui est dégagé pour la construction des porte-avions. Donc, on serait dans une perspective où il y aurait 4 porte-avions chinois d'ici peu. Et il y a même certains chercheurs canadiens qui considèrent que l'objectif de la Chine, c'est même d'en avoir une dizaine. Donc, quand on entend ce qu'on est en train de dire et qu'on se rappelle la modicité des moyens et des objectifs de la marine chinoise au départ, on voit bien que là, c'est peut-être l'exemple ultime d'une mutation en profondeur des structures de l'armée chinoise qui doivent nous amener à nous interroger encore plus sur quels sont les objectifs recherchés. Oui, parce que si on considère ces 4 mutations, dont celle sur laquelle vous avez insisté, il y a un élargissement du rôle de l'armée et on peut se demander quels sont les objectifs aujourd'hui affichés. Alors, il y en a un qui est clairement atteint, me semble-t-il, c'est celui de la protection du territoire chinois, mais il faut quand même pas oublier que c'était le premier tel qu'il était assigné à la Chine, notamment à l'issue de la guerre civile en 1949. Celui-là, on peut considérer qu'il est acquis parce qu'on envisage mal, eu égard quand même au statut de la Chine aujourd'hui, quel serait l'État qui prendrait le risque de lancer une guerre généralisée contre la Chine. Mais alors après, il y a les 3 objectifs classiques, tels qu'on les entend en géopolitique, à savoir, est-ce qu'on construit une armée pour qu'elle soit le symbole d'une puissance ? Ou est-ce qu'on construit une armée pour qu'on puisse avoir un moyen de pression? Ou est-ce qu'on construit une armée pour qu'elle soit véritablement un moyen d'intervention, voire de guerre? Là, on voit bien qu'on a un triptyque dont il est d'ailleurs assez difficile de se départir de par l'étendue des moyens de l'armée chinoise qui sont maintenant très larges. C'est intéressant parce que cet élargissement donc, de la puissance de l'armée rend les objectifs moins lisibles. Alors peut-être que pour parvenir à savoir quelle est la stratégie chinoise, il conviendrait de prendre un exemple et une situation qu'on a tous en tête, celle de Taïwan. Oui, parce que spontanément, évidemment, on voit bien que là, depuis plusieurs minutes, peut-être certains de nos auditeurs ont comme une sorte d'écho qui revient de façon répétée, Taïwan. Mais là aussi, on va peut-être être un peu frustré par les réponses, parce qu'il y a 5 possibilités. Et parmi ces 5 possibilités, certaines n'entraînent pas l'intervention de l'armée chinoise, ou en tout cas pas directement. Alors d'abord, la première possibilité, ce serait que tout simplement, Taïwan finisse par rejoindre la Chine avec le temps, parce qu'il y aurait une sorte de complicité économique
ou de rassemblement en termes d'intérêt qui ferait que spontanément, de par la proximité géographique, la Chine et Taïwan finiraient par se regrouper. Cette hypothèse-là n'est quand même pas forcément celle, il faut être totalement transparent, qui paraît la plus plausible, parce que ça va faire maintenant plus de 70 ans que Taïwan est dans un statut qu'on qualifiera de particulier. Et donc l'idée d'une réunification avec une population qui a pris l'habitude de cette séparation n'est pas spontanément et pas évident. Après, il y a une deuxième hypothèse, c'est que la Chine, ça ce serait le deuxième plan, favorise cette situation en y mettant de la pression économique, cybernétique, et avec la présence d'incursions maritimes. On voit bien d'ailleurs, c'est répété, qu'il y a des incursions à la fois aériennes et maritimes pour montrer la présence de la Chine. Puis il y a un troisième scénario qui est là clairement, alors qui devient un peu plus militaire, même si on n'est pas directement en guerre, qui serait un scénario de blocus. On voit bien que là, il s'agirait d'isoler Taïwan de la marine américaine. Il faudrait quand même déjà savoir par comment les Américains régiraient une telle situation. Puis il y a un quatrième scénario qui consisterait à prendre un certain nombre d'îles qui sont les plus proches, à quelques kilomètres du littoral chinois. Bon, je pense notamment aux îles Matsu, par exemple, ou Kinsmen. Encore que là, évidemment, ça amènerait une réaction internationale et on voit bien que là, le risque devient de plus en plus grand. Et puis alors, évidemment, il y a un cinquième scénario. Celui-là, il est beaucoup plus anxiogène parce que c'est la guerre et on comprendrait tout d'un coup le développement de la marine chinoise tel qu'on l'a évoqué précédemment. Parce qu'évidemment, là, c'est carrément le fait que l'armée chinoise et la marine chinoise débarquent à Taïwan et envahissent Taïwan. Alors là, évidemment, ça c'est un cas de figure particulièrement délicat. On estime d'ailleurs qu'une telle invasion nécessiterait à peu près 300 000 hommes et une très très grande coordination de la marine chinoise, de l'aviation chinoise et de troupes chinoises. Donc finalement, quand on regarde ces 5 scénarios, c'est très difficile d'utiliser Taïwan comme élément, on va dire, facilitateur de compréhension des objectifs tels qu'ils sont poursuivis aujourd'hui, puisqu'ils sont là aussi relativement multiples. On va essayer de contourner la difficulté en s'intéressant moins à l'armée qu'à la Chine elle-même, à sa position dans le monde et son rôle géopolitique. Peut-être que par là, on va comprendre quels sont les objectifs de la Chine aujourd'hui. Alors ça, c'est intéressant parce que la Chine a clairement changé. Alice Ekman, dans son ouvrage « La Chine dans le monde », montre bien que là, il y a une vraie évolution. On est dans une Chine plutôt renfermée sur elle-même, pour pas dire presque isolationniste ou autarcique, très méfiante à l'égard de tout ce qui se passe à l'extérieur. Et là, on est clairement dans une situation d'une Chine qui prend plus de responsabilités, qui s'engage plus dans les organisations internationales, les activités internationales. Seulement, on se retrouve confronté à la même difficulté parce que cette évolution, on la constate, mais on se retrouve avec la question identique, à savoir, cette question, est-ce fait pour s'insérer davantage dans le monde de la géopolitique ou et d'ailleurs pour qu'on soit reconnu à nouveau comme une puissance comme on l'était avant le 19e siècle et que tout le monde reconnaisse cette puissance chinoise, ou est-ce que c'est plutôt pour essayer de définitivement être la puissance majeure dans la géopolitique au XXIe siècle? On voit bien là qu'on continue à essayer de chercher quels pourraient être les objectifs véritables. Alors peut-être qu'on peut encore le voir sous un autre angle et s'intéresser à la perception qu'a la Chine de sa propre puissance militaire et aussi comment les Occidentaux notamment perçoivent cette armée chinoise. Ça, c'est la question qui me semble la plus importante, mais c'est aussi la question qui est la plus redoutable ou la plus difficile. Estimer une armée, c'est toujours l'occasion déjà de devoir écarter un certain nombre d'a priori. Les a priori, on voit bien de la population directement concernée par son armée qui peut tendance à avoir une grille de lecture très nationaliste et très positive. Et puis la grille de lecture d'un certain nombre de rivaux ou de concurrents qui seront dans l'excès d'ailleurs, soit dans un sens, soit dans l'autre, parce que soit ils vont avoir tendance à totalement exagérer l'armée concernée pour essayer de s'en servir comme d'un épouvantail et de justifier leur propre montée en puissance, ou au contraire, ils vont avoir tendance à la sous-estimer parce qu'ils considèrent qu'elle ne vaut pas leur propre puissance. Donc déjà, on a évidemment en géopolitique, il faut le rappeler, ça me paraît important, un tas de substrats d'a priori qu'il faut absolument éliminer. Mais même si on veut être objectif, la question est redoutable. Et elle est redoutable. On en a un exemple avec l'armée russe à l'heure actuelle. Parce qu'on voit quand même bien que l'une des conséquences majeures de la guerre en Ukraine de février 2022, c'est qu'on voit bien que l'état-major russe et la Russie
a totalement sous-estimé les enjeux auxquels elle était confrontée. Elle a totalement surestimé sa propre armée. Et il ne faut pas, je m'empresse de le dire, s'empresser de faire des jugements trop rapides ou trop catégoriques, parce qu'on s'est déjà trouvé dans une situation similaire à celle-là. C'est la guerre de Finlande entre l'automne 1939 et le début de l'année 1940, où, rappelons-nous, l'armée soviétique avait été mise dans une extrême difficulté face à l'armée finlandaise, certes dans des conditions climatiques qui lui étaient très défavorables, mais elle avait eu toutes les peines du monde à s'affranchir de cette armée, et tous les observateurs en avaient tiré la conclusion que c'était une armée totalement incompétente. Pourtant, après avoir encaissé le coup terrible de l'opération Barbarossa le 22 juin 1941, c'est quand même elle qui va arrêter les Allemands aux portes de Moscou, puis tout doucement les reconduire jusqu'aux portes de Berlin. Donc en fait, on se retrouve dans une situation où en plus, même objectivement, c'est compliqué, et je serais tenté de dire, ça l'est encore plus pour l'armée chinoise, parce que l'armée chinoise n'a connu pratiquement qu'un conflit depuis plus de 40 ans. Donc là, on se retrouve sur une estimation qui est délicate. Alors, il faut être honnête, il y a deux propensions chez les Occidentaux principalement. Une qui consiste à considérer qu'on a une véritable montée en puissance, mais il y a tout un courant occidental, et pas seulement d'ailleurs, on va y revenir, qui consiste à considérer que finalement, tous les éléments tels qu'on vient de les dresser ont l'air très impressionnants, mais qu'il faudrait totalement les nuancer ou les minorer, surtout au regard du fait que la Chine a finalement très peu d'expérience opérationnelle, qu'elle a très peu de capacités opérationnelles, et en tout cas beaucoup moins que les capacités opérationnelles américaines. De ce point de vue-là, il y a un ouvrage qui est assez représentatif, qui est écrit par Michael Beckley. Et d'ailleurs, le titre en américain, c'est Unrivaled, c'est-à-dire, en fait, si on faisait la traduction, sans rivalité possible. Donc là, au moins, le titre est clair. Nous, les Américains, on est la seule superpuissance, c'est comme un universitaire, on est la seule superpuissance en place, et pour un long moment. Donc là, on voit bien qu'on est sur une dimension, une perspective qui est assez contraire à celle qu'on aurait pu imaginer. Alors, quels sont les arguments? D'abord, à l'étude, parce qu'évidemment, c'est quand même une étude étayée, sinon ça n'aurait pas de sens. D'abord, il considère qu'effectivement, il y a un très grand manque de personnel qualifié quant à la maîtrise des armes de nouvelles technologies. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y aurait une très grande difficulté de l'armée chinoise, ça c'est intéressant avec les études, que d'attirer sur le long terme des professionnels qui auraient tendance à plutôt repartir ensuite dans la vie civile. Le troisième point qui est mis en avant aussi, c'est le fait que justement, on n'a fait que l'esquisser précédemment, l'armée chinoise a connu aucun conflit depuis la guerre contre le Vietnam, qui est assez mal connue d'ailleurs, en 1979 et qui se reproduit en 1984. Et puis on a l'impression aussi que le soldat chinois ne serait pas forcément très motivé pour se battre, et ce serait la cause de la clause de l'enfant unique, et qui jouerait de façon très défavorable face à cette mobilisation, parce qu'en plus, comme dans la culture chinoise ou confucéenne, la place de l'enfant est très importante, quand il est unique, finalement, il n'aurait plus envie de se sacrifier. Donc là, on voit bien qu'il y a un ensemble d'enchaînements qui est en train de se mettre en place. Il ne faut pas les sous-estimer, parce que, en fait, c'est corroboré par un certain nombre de points, de journaux indiens qui ont d'ailleurs répercuté des constats faits par des journaux chinois, qui disaient que l'armée chinoise se plaignait elle-même du manque de professionnels dans ses rangs, mais les journaux indiens de mettre aussi en exergue le fait que parfois, les troupes chinoises, quand elles ont confronté des difficultés, on pense au Soudan du Sud en 2016, se sont carrément enfuis en laissant les armes sur place, ou que, par exemple, quand il y a des affrontements avec l'armée indienne sur la frontière, les Chinois ont énormément de mal à avouer le nombre de décès qu'ils ont, de peur de l'émotion que ça peut créer en Chine. Donc on voit bien que là, il y a un certain nombre, d'interrogations qui sont soulevées, et il y a encore deux autres faits qui peuvent corroborer ça. D'abord, on a bien vu tout le scandale sur les pilotes allemands, sur les pilotes français et sur les pilotes de la RAF, parce que, en fait, la Chine est en train d'essayer de demander à des anciens pilotes de ses forces aériennes, de la force aérienne française, de la Luftwaffe, de la Bundeswehr, de venir piloter. Ça fait un énorme scandale en Allemagne, et ça a commencé à le faire en Angleterre. Et puis, peut-être de façon plus surprenante, dernier point sur cet aspect, le président Xi Jinping lui-même, peut-être lors de son intervention du 6 juillet 2023, quand il était au poste de commandement oriental à Nankin, a quand même fait un discours, alors là aussi qui est assez angoissant, mais qui est assez interpellant, parce que, ouvrez, fermez les guillemets, l'armée chinoise doit oser se battre et doit accélérer sa capacité à maîtriser les opérations. Donc là, évidemment, on sent ça comme une menace, mais on sent ça aussi
comme une faiblesse. Néanmoins, je ne cacherai pas que je suis assez prudent avec ce genre de réflexe, parce que l'histoire a montré très souvent qu'on est surpris par l'efficacité d'une armée qu'on a tendance à minorer. Et d'ailleurs, Kishore Mahbubani, page 27 dans son introduction, de son livre « Le jour où la Chine va gagner », pose peut-être la bonne question, à savoir, les Américains, littéralement, on dit, l'Amérique peut-elle envisager de perdre? Et finalement, est-ce qu'on n'a pas un formidable vue là de superpuissance ou comment dire, d'habitude à la puissance qui empêche de voir la réalité des faits? Donc finalement, c'est le meilleur élément, mais il n'est pas plus probant, et il va peut-être falloir qu'on s'oriente différemment alors pour trouver la réponse à notre question. On en revient donc à la question des perceptions. Mais si on revient à notre question initiale, qui sont quels sont les objectifs de l'armée chinoise et donc de la Chine, on a l'impression que la question est en suspens. Oui, parce que en fait, ce qui est incontestable, c'est que l'armée chinoise a gagné énormément en capacité, en moyens et en maîtrise, mais que cette diversité acquise elle-même forcément interroge. Et peut-être que, en fait, ce qu'il faut, c'est essayer ou s'efforcer de regarder les informations telles que Sun Tzu, dans son art de la guerre, nous enseigne que de les maîtriser, car c'est les informations qui vont être clés. Et tel que Karl von Clausewitz, dans son concept du brouillard de guerre, lui aussi, réunion Sun Tzu, le dit bien dans son ouvrage de la guerre, c'est la maîtrise des informations et la compréhension, la connaissance qui vont être autour, en périphérie de cette armée chinoise, qui vont peut-être nous donner une information. Et là, évidemment, parmi ces informations, il y en a une qui est clé. C'est l'intention. Je ne résiste pas à la tentation que d'évoquer peut-être de façon un peu paradoxale une citation des samouraïs japonais. Japon pourtant si souvent ennemi de la Chine. Le sabre dans son fourreau est un objet. Dans la main du samouraï, il est une intention. Quelle est l'intention du gouvernement chinois? Eh bien, je trouve, Fabrice, qu'on peut rester sur cette phrase conclusive et cet appel au samouraï et à son sabre ou épée. Merci Fabrice. Merci à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.